Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de mères à la fois singulières et universelles. Explorer les mystères qui entourent la naissance, des origines à aujourd'hui. Se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamelle. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de mamans venues des quatre coins du monde qui te transmettront leur histoire de femmes et de mères, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité. Mamelle se veut être un podcast qui renoue avec notre instinct primaire, primitif, animal, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend tous ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Mamelle, c'est aussi un programme en ligne, Naissance holistique, créé par deux doulas franco-australiennes pour que les couples puissent se préparer en confiance et en conscience à la naissance et au postpartum. Vous pouvez vous inscrire à ce programme sur mamelle.fr ou sur naissanceholistique.fr. C'est précisément 41 thématiques qui sont abordées dans ce programme en format audio et visio avec des professionnels tels que pédiatres, sages-femmes, naturopathes, conseillères en lactation. Une vision holistique de la naissance pour que vous et votre partenaire puissiez vous sentir informés, confiants et puissants le jour J. Mais ma mission première est de te proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment, et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, c'est Marion que je reçois dans mon espace. Marion est maman de 4 enfants et sa famille vit sur un voilier. Marion va vous livrer son témoignage, son histoire de mère, qui est l'exemple parfait de l'écoute de soi, de son instinct et de son intuition. Marion vous parlera également IEF et développement personnel. Bref, un voyage extraordinaire et je vous laisse tout de suite embarquer avec Marion dans son voilier. Bonjour Marion. Bonjour Marion. Je suis vraiment ravie de t'avoir au micro aujourd'hui. Tu es vraiment un coup de cœur, en tout cas, quand tu m'as embarqué, quand j'ai découvert ton compte Instagram sur vraiment ce journal de bord un peu que tu tiens sur ta vie de famille et que tu nous transmets en tout cas les valeurs, cette vie avec tes 4 enfants sur ton voilier. J'ai vraiment été très touchée par tous les messages, en tout cas, qui sont véhiculés à travers tes posts, à travers ton compte. Et puis surtout, lors de notre échange préparatoire à cet épisode, j'ai été très happée et très touchée par cette maman intuitive, instinctive, avec une sérénité et une confiance en soi qui, moi, m'a beaucoup touchée. Et voilà, ça a été une évidence pour moi de te proposer cet épisode pour que tu puisses nous partager comment tu as toi-même cheminé à travers tes différentes maternités et ce qui t'a aussi amené, ce qui vous a amené avec ton conjoint à vous lancer dans cette aventure sur l'eau avec vos 4 enfants. Donc vraiment, je suis honorée de t'avoir aujourd'hui, Marion. Et peut-être sans plus tarder, je vais te laisser te présenter brièvement, nous dire peut-être actuellement où est-ce que vous êtes, sur l'eau ou pas, et nous dire un petit peu, nous présenter brièvement ta petite famille. Bah écoute, déjà, merci beaucoup pour ton invitation et puis cette introduction qui me touche énormément puisque ça, c'est réciproque. Moi, ton podcast m'a vraiment touchée aussi et c'était une évidence de pouvoir participer et échanger avec toi. Donc, merci beaucoup. Alors effectivement, donc je m'appelle Marion, je suis maman de 4 enfants. J'aime bien dire que je suis maintenant mère en mère, puisque nous habitons, on peut dire que c'est une habitation sur un voilier. Là, nous sommes aux Canaries. Alors, on voyage très lentement parce qu'on a des besoins familiaux qui demandent adaptation. Donc, l'objectif, c'est pas un voyage où on bouffe des milles et des visites. C'est vraiment un changement de vie nomade. On travaille, nous, et puis on a 2 adolescentes, enfin 2 lycéennes même,
qui donc sont avec des examens, le bac, et donc qui demandent du travail. Donc on est obligé, voilà, de s'adapter et de faire des escales longues, ce qui est vraiment sympa. Donc là, on est aux Canaries depuis déjà plusieurs mois. Et on est parti de France, donc on a déjà fait un beau petit périple, mais évidemment, ça n'est pas fini. Ouais, tu pourras nous en parler justement peut-être quand on va aborder ce sujet, comment en tout cas vous avez décidé aussi de quitter la Terre pour la mer, tout ça, mais peut-être dans une deuxième partie d'épisode. Peut-être que maintenant, en tout cas, on pourrait commencer sur les prémices de ta maternité, en nous parlant Mmh. peut-être de cette première grossesse que tu as eue et comment elle est arrivée en tout cas, si elle était attendue ou si elle est arrivée de manière inopinée et quelle a été la suite de cette première grossesse. Oui, alors, on parlait de 4 enfants sur le bateau parce qu'effectivement, il y a 4 enfants physiques sur le bateau. Mais en fait, il y a 5 enfants dans notre vie, puisque notre première grossesse, a malheureusement, débouché sur une interruption médicale de grossesse à 7 mois de grossesse. Donc c'était évidemment une expérience bien difficile pour commencer ma vie de maman et une première expérience de maternité, compliquée, on va dire. Donc évidemment, alors c'était on était mariés depuis pas très longtemps, je dirais qu'on avait un cheminement de couple très classique, hein, complètement ordinaire. On avait 30 ans tous les 2, on était, en désir d'enfant, qui est venu, assez rapidement, un début de grossesse tout à fait normal, hein, et puis une découverte à la deuxième échographie d'un très gros problème sur notre petit garçon. Et à partir de là, une grossesse du coup très très bousculée, puisqu'il y a eu voilà, petit à petit un diagnostic qui s'affirmait, qui montrait qu'il y avait vraiment alors je vais pas rentrer du tout dans les détails de ce qu'il avait parce que sinon ça serait un épisode entier. Bah oui, je me doute, ouais. Ouais, ouais. Mmh. Mais du coup voilà, on a, pendant plusieurs mois, donc entre la deuxième échographie et les 7 mois, donc il y a eu, je sais pas, à peu près 4 mois, on va dire, pendant lesquels on n'imaginait pas du tout aboutir à une interruption médicale de grossesse. C'était, une grossesse très compliquée, mais en fait le diagnostic vraiment, qui nous a fait venir à cette décision, il a été, presque brutal et soudain, et ça a été en quelques jours, voilà, à 7 mois de grossesse, on a décidé de procéder à l'interruption. Donc évidemment, c'était extrêmement douloureux. Euh, et oui, compliqué à gérer, je pense a fortiori parce que c'était une première grossesse aussi, parce que c'était un premier bébé. Voilà, donc c'est vrai que c'était très difficile, et en même temps, moi j'ai toujours voilà, fait un énorme travail autour de tout ce qui m'arrivait, et on va dire que j'ai vécu les choses de sorte de toujours bien survivre à mon bébé, et finalement ça s'est vérifié. Donc notre petit garçon s'appelle Jean, et c'est vrai que, cette grossesse, cette expérience, on va dire, m'a donné en tout cas m'a révélé, ma force intérieure. Ça peut paraître paradoxal, hein, mais m'a donné confiance en la vie. Ce que je n'avais pas du tout. J'avais un parcours d'enfant, d'adolescente et de jeune femme, avec des grandes angoisses de séparation. C'était vraiment, j'avais pas un chemin de vie facile du tout, et là, on peut dire que dans le genre d'angoisse de séparation, c'était brutal. Heu, mais bah, du coup, j'aime bien cette phrase qui dit que souvent les, heu, les vivants ferment les yeux des morts, mais les morts ouvrent les yeux des vivants. Et
Voilà, dans mon cas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Donc ça m'a donné effectivement confiance en la vie et puis, confiance en mes capacités à moi de traverser les épreuves. Heu et donc en fait, malgré ce que les médecins, m'avaient dit, ils avaient, présagé que, en tout cas ma grossesse suivante, serait très compliquée, notamment psychologiquement. Et Oui. ben, finalement non, parce que voilà, Alors je pense. justement, peut-être Marion, je me permets de te couper maintenant Mmh pour mh. savoir justement, tu parles de psychologie et j'allais aborder le sujet sur cette Mmh mh. première grossesse. Est-ce qu'à cette époque-là, ils t'ont proposé un accompagnement psychologique ou pas du tout? Est-ce que c'est toi qui as été peut-être chercher dans divers accompagnements ou autres thérapies ou est-ce que tu as traversé vraiment cette période seule avec ton compagnon? Alors, c'était il y a tout juste 20 ans, là, ça va faire 20 ans dans un mois. C'est sûr que, je vois aujourd'hui pour avoir, échangé avec, des couples qui traversent ça, les choses ont énormément évolué depuis. À l'époque, il y avait pas tout l'accompagnement qu'il y avait. Néanmoins, dans, la maternité où j'avais été, prise en charge, j'avais, eu un accompagnement avec une psychologue. Évidemment, ça m'avait beaucoup soutenue. Il y avait des groupes de parole, mais je me souviens très bien qu'à l'époque, elle m'avait, dans mon cas, pas conseillé des groupes de parole. Alors ça m'avait touchée ce qu'elle m'avait dit, qu'elle sentait que j'avais vraiment les ressources suffisantes pour traverser ça, sans, besoin de groupe de parole. Donc dans mon cas, j'y suis pas allée. Et après, en fait, l'interruption de grossesse, s'est passée dans une autre maternité, à Paris, aux enfants malades. Et donc là, j'ai eu une psychologue, juste autour de l'interruption elle-même. Heu, mais en fait, je crois que ce qui est c'est ça aussi qui a été, très fort dans mon histoire, c'est que ça m'a révélé la force que j'avais et la capacité que j'avais à moi puiser dans mes ressources et à être capable d'anticiper ce que je sentais être nécessaire pour traverser cette période et, comme je disais tout à l'heure, bien survivre à mon bébé. Donc en fait, j'étais très, très à l'écoute de mes ressentis, de mes besoins et du coup, en fait, spontanément, me venaient des impulsions que certaines personnes ont appelées autour de moi du courage, bah, comme, je voulais absolument pas qu'on m'endorme pendant l'interruption médicale de grossesse, je voulais être là, j'ai voulu faire des funérailles à mon bébé, j'ai spontanément eu l'envie de faire un faire-part, ce qui se faisait, en fait, j'ai réalisé jamais, mais pour moi, c'était mais tellement évident qu'il fallait que je ne taise pas mon bébé. J'avais c'est ça qui est terrible dans l'interruption médicale de grossesse, c'est que tu es enceinte et puis tu accouches et puis il y a plus rien. Et c'était mais tellement atroce pour moi d'imaginer en fait que mon bébé soit tu, que mon bébé soit presque ignoré, qu'en fait j'avais une impulsion de mère à lui donner son existence finalement, qu'il y ait pas que moi qui connaisse son existence. Donc spontanément, ça a été une évidence et en fait, sitôt accouchée, le lendemain, j'étais en train d'organiser ses funérailles. Alors c'est que enfin quand je m'entends parler moi-même, je me dis: «Mais c'est atroce!» et en fait. Non, mais non, pas du tout. C'est beau, au contraire, c'est très fort ce que tu Mais décris, voilà, hein. c'était tu vois, Mmh. c'était tellement, c'était pas du courage, c'est que j'avais besoin de ça et ça aurait été mais Ouais. atroce pour moi Mmh. de ne pas faire ça parce qu'en plus une fois que c'est pas fait, ça y est, c'est trop tard, quoi. Exactement. Et Ah oui. d'ailleurs la psychologue qui m'avait suivie juste, à la maternité de la naissance, j'ai envie de dire, parce que pour moi c'est quand même une naissance, heu, elle m'avait dit, en fait, je spontanément vous vous sortez, ce que j'ai mis des années à comprendre avec les accompagnements des mamans qui vivaient ça, comme étant nécessaire effectivement à leur survie. Et pour moi, ça avait été une évidence. Donc c'est vrai que, bah, voilà, j'ai vraiment été là-dedans pour,
pour tout ce qui s'en est, suivi, alors, soit juste avant, soit pendant, l'interruption elle-même, soit après, heu, où, voilà, c'est pareil, j'avais besoin qu'autour du terme, c'est-à-dire, moi j'ai accouché, du coup le 16 avril, et le terme normal était le 18 juin. Et donc j'avais senti qu'autour du 18 juin, il me fallait, «marquer» entre guillemets la réelle fin, la réelle naissance, qu'aurait été celle de mon bébé, la fin de ma grossesse, telle qu'elle aurait été. Et donc voilà, on a vraiment, cherché, symboliquement qu'est-ce qui avait du sens pour nous autour de cet événement-là, tu vois? Ça a été en fait, alors bon, je fonctionne comme ça, hein, je suis à la fois, je pense, quelqu'un de très intuitif, de très connecté à mes sensations corporelles, à mes émotions, et en même temps, je suis très intellectuelle. Mais du coup, bah, les 2 font que je sais m'écouter, et en même temps, je sais construire du sens, construire quelque chose qui va me permettre d'être, de me sentir, mieux, en fait. Donc c'est vraiment ce qui s'est passé autour de la naissance de Jean, et du coup, bah, c'est vrai que j'ai été très, très libérée. Je peux d'ailleurs, je sais pas si on a le temps, mais je Oui, peux vas-y raconter Marion, oui, oui. une petite anecdote qui pour moi est vraiment, bah, qui illustre beaucoup, beaucoup de choses. Mmh. Hem, En fait, quand, donc je te disais qu'on a créé un événement important autour du terme réel, donc autour du 18 juin. Heu, donc en fait, on est partis avec Yvan, faire un voyage, sur la côte de la Manche, sur la côte normande, parce que, on avait, eu envie en fait de déposer notre bébé. Parce qu'en fait, si tu veux, entre le moment où il est né, comme on l'a fait incinérer, en fait ça c'est les pompes funèbres qui me l'avaient proposé, qui était de prendre le temps de savoir, ce que je voulais faire, de ces cendres. Et donc il m'avait proposé de les garder, le temps que je réfléchisse. Et donc ça, c'était très bien parce que je me suis pas retrouvée, tu vois, avec les cendres, avec mon bébé en cendres à côté de Et moi. oui. Mmh. Ouais. Donc je savais qu'il était bien, aux pompes funèbres, et moi, du coup, j'ai eu le temps de faire tout ce travail pendant ces 2 mois, et donc une solution, on va dire. Et donc on avait décidé, étant donné qu'Yvan est péruvien, heu, qu'on dépose, ses cendres dans la mer, qui en plus était le seul milieu qu'il avait jamais connu, en fait. Donc le remettre à l'eau, c'était quelque chose d'important pour nous, sachant en plus que l'eau était, l'élément, en plus qui rejoignait nos deux lieux de naissance avec Yvan. Donc du coup, on part en Normandie, et hem et en fait, mon oncle qui est obstétricien à l'époque m'avait dit: «Alors tu verras, si un retour de couche normal, c'est à peu près, 2 mois, après la naissance, si jamais tu as pas ton retour de couche, étant donné ce que tu viens de traverser, sans doute que le corps médical va te proposer un traitement pour, relancer ton cycle». Et donc il m'avait, alors moi j'étais étudiante en psycho à l'époque en plus, hein, donc tout ça, ça me touchait beaucoup, et il m'avait dit: «Je te conseille fortement de ne pas les prendre, parce que si ton corps ne se relance pas, de lui-même, c'est que, il a besoin d'un temps pour se relancer». Bien sûr. Et Mmh. finalement ça m'avait, énormément parlé, heu et donc, bon, effectivement, j'avais toujours pas mon retour de couche au moment, de ce voyage pour, déposer Jean dans la mer. Et donc il y a eu un moment, très, très fort vraiment où, pendant ces quelques jours, on savait pas, vraiment où est-ce qu'on allait le déposer. On s'est laissé porter en fait, et puis on est arrivé au pied des falaises d'Étretat, et là ça a été une évidence. Donc voilà, on a procédé à quelque chose de très, très simple, tu vois? De se mettre au pied des falaises tous les 2. Moi bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça nous mènerait trop loin, c'est un peu compliqué, mais j'ai déposé quelques cendres dans l'eau, et puis en fait, il y avait un galet, qui nous avait été, donné en guise de témoin de la création, qui avait été posé sur son cercueil, et hem et en fait,
Yvan, lui, a eu une autre gestuelle. Enfin, symboliquement, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Parce que moi, tu vois, je l'ai plutôt déposé avec tendresse et douceur. Tu vois, j'ai l'émotion qui me monte. Oui, oui, c'est normal, Marion, bien sûr. Ouais. Et, Mmh. et Yvan, lui, il l'a plutôt, enfin, c'est pas qu'il l'a plutôt, il l'a lancé, tu vois. Donc, je revois Yvan prendre son élan, tu sais, avec un geste sublime, avec toute sa puissance d'homme et de père, et lancer le galet le plus loin possible. Vraiment, tu vois, c'est une image, mais absolument magnifique. Et donc, dans cette symbolique, il y avait quelque chose d'extraordinaire, parce que j'ai vraiment eu le sentiment, à ce moment-là, de laisser partir mon enfant réellement, de le remettre dans sa nouvelle vie, entre guillemets. Et du coup, et que aussi, voilà, et que avec ce geste d'Yvan, on le, tu sais, j'aime beaucoup un texte de Khalil Gibran qui est issu du prophète, qui parle des enfants, et il dit nos enfants, vos enfants ne sont pas vos enfants, et il nous compare, nous, en tant que parents, à un arc qui lançons une flèche avec comme ça énergie dans sa vie. Et c'était vraiment ça, quoi. En fait, là, c'était le geste d'Yvan qui lançait son fils dans sa nouvelle vie. Et, et en fait, une semaine après, j'avais mon retour de couche. Et tu vois, voilà, je trouve que c'est extraordinaire, quoi. C'est comme si vraiment ce moment qu'on a osé vivre, parce que c'est vrai que c'était quelque chose de lourd, et en même temps, mais de tellement libérateur, de tellement merveilleux. Tu vois, aujourd'hui, je suis même capable de dire, et j'ai toujours été capable de dire que j'en ai fait une magnifique histoire de cette épreuve. Et du coup, c'est ça aussi qui m'a donné la force et qui a fait que je me suis toujours finalement sentie bien. C'est terrible à dire, peut-être que ça pourrait choquer des gens, mais je me suis jamais sentie malheureuse, en fait. J'ai senti beaucoup de douleur, beaucoup de colère, mais pas de malheur du tout, parce que c'est magnifique ce qui s'est passé. Mmh. Et en même temps, là, on comprend mieux aussi ce que tu vas pouvoir nous raconter par la suite aussi, avec Ouais. cette confiance en toi, cette, intuition aussi, le fait d'écouter ton instinct aussi et ces pulsions Mmh. dont tu parlais aussi tout à l'heure. Mais là, ce que tu viens de nous décrire vraiment, Marion, c'est un cadeau aussi pour nous. Voilà, on a senti, toutes les émotions aussi et au-delà de la beauté, de la symbolique, de la puissance, en fait, de ce que vous avez pu, vivre, en honorant aussi, la naissance de Jean. Donc, Mmh. c'est extrêmement magique, en tout cas, vraiment. Mmh. Et alors, peut-être pour continuer, effectivement, tu disais tout à l'heure que, en tout cas, les médecins disaient que cette naissance-là, avec la mort de Jean, avait un impact, enfin, aurait eu, en tout cas, un impact sur une prochaine grossesse, c'est ça? Oui, 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 il me disait qu'étant donné ce que j'avais traversé, ça allait être compliqué psychologiquement, parce que j'allais être, voilà, être très, inquiète, très, «perturbée» entre guillemets. Ouais. Alors j'ai eu un réel travail à faire qui était, alors en plus, le truc fou, c'est que, à l'époque où, j'ai été enceinte de Jean, j'étais étudiante en psychologie, et l'été d'avant, j'avais fait un stage, puisque moi je voulais vraiment m'occuper des enfants, et en particulier de tout ce qui tournait autour de la maternité. Et j'avais fait un stage, en périnatalité, où il y avait justement beaucoup soit de morts prématurées, soit comme ça de naissances sans vie. Et évidemment, au moment où je faisais ce stage, sensible comme je suis, je pouvais pas m'empêcher de me projeter, de m'imaginer vivre un truc comme ça. Et 1 an après, je suis enceinte et il m'arrive un truc comme ça. Donc évidemment, ça a été quelque chose de compliqué pour moi de faire un travail dans lequel euh, j'allais me dégager de cette croyance que ce dont je pouvais avoir peur, ce que je pouvais redouter, allait m'arriver parce que justement j'en avais eu peur. Mmh. Tu vois D'accord. ce que je veux dire? Donc c'est à dire Totalement. Mmh. que voilà, je me suis dit: «Oui, j'ai eu peur, j'ai eu peur que ça m'arrive et ça m'est arrivé». Non, ça n'a rien à voir. Donc le fait de me dégager de ça a été le gros travail, et je pense que c'est ça aussi qui m'a donné de la force. C'est-à-dire que j'ai appris à ce moment-là
à réellement distinguer mes pensées de la réalité. Ça a été un peu un Ouais, début, tu sais, de travail de méditation c'est ça. Mmh. et je crois que voilà, j'ai su finalement grâce à mon petit garçon, grâce à cette expérience, heu, voilà, me dégager de ça et du coup, me dégager de ça aussi dans ma grossesse suivante. C'est-à-dire que, bah, bien sûr qu'il y a des moments où je me disais: «Oh là là, qu'est-ce qui va encore m'arriver?» Et puis voilà, je me disais: «Mais non, 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 là, c'est juste des inquiétudes», et hop, tout de suite, tu vois, je déconnectais, heu et en fait, ma grossesse a été extraordinaire. J'ai eu un moment un petit peu plus, sensible au moment du terme, auquel il est arrivé. C'est-à-dire que j'étais à 32 semaines de grossesse. Bon, bah, à 32 semaines de grossesse pour notre fille, donc notre aînée Anne, qui a 18 ans donc maintenant. Voilà, j'ai eu un moment où j'ai beaucoup pensé à mon petit garçon, mais ça m'a aidé aussi parce qu'à ce moment-là, j'ai clos aussi quelque chose qui était, j'ai fait un album en fait avec des photos. Ça aussi, c'était quelque chose d'important pour moi de faire des photos de lui. Euh, Ce qui n'était pas forcément évident, hein. Mon mari, sur le moment, quand je lui ai dit que je voulais prendre des photos, ça l'avait choqué, tu vois. Et puis en fait, après, il a réalisé que c'était absolument nécessaire. Mais voilà, moi, ça avait été spontané. Il fallait que je prenne des photos. Et donc, j'avais fait un album qui est finalement mon souvenir de lui, dans lequel il y avait des photos de sa grossesse, de ma grossesse, de notre grossesse, des photos autour de la naissance, et puis des photos de lui après, et aussi des photos de notre voyage. Tu vois, c'est vraiment tout un album dans lequel j'écris beaucoup, et qui est un objet extrêmement précieux pour moi, évidemment. Que j'ai pas emmené sur le bateau, que j'ai laissé, dans un garde-meubles. Mais voilà, je sais qu'il est là. Et du coup, voilà, j'ai clos cet album autour justement de ce terme de Jean. Donc ça a été aussi, voilà, un moment, un peu de nouveau voyage, par rapport à cette histoire, mais tout s'est très, très bien passé. Vraiment, j'ai au contraire, si tu veux, non, je ne vais pas employer le mot réparer, mais ce qui a été très difficile dans ma première grossesse, c'est que dès le départ, moi, je voulais une naissance naturelle. J'avais prévu un accouchement naturel, sans péridurale. J'étais déjà très branchée, si je peux dire, à tout ça. Et donc évidemment, avec mon petit garçon, j'ai dû absolument revoir tous mes rêves de mère vis-à-vis de mon enfant, bien entendu, mais mes rêves aussi de naissance, tu vois, de processus de naissance. Donc là, en fait, bah, au contraire, j'ai pu aller vraiment au bout de ce que j'avais eu envie de vivre. J'ai accouché dans une toute petite maternité, dans une salle nature, de manière complètement physiologique. Voilà, ça a été vraiment réparateur, et le début d'une série de maternités telles que j'avais pu les rêver avant finalement. C'est ça. Ouais, 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 totalement. Comment, tu as vécu, ton premier postpartum aussi, du fait effectivement de ce passage de vie, que tu venais de vivre avec ta première grossesse et peut-être aussi, l'anxiété de clore ce chapitre dont tu viens de nous parler? Comment ton postpartum s'est passé? Le premier justement? Alors, bah, déjà, sitôt que j'ai eu notre fille Anne sur moi, bon, peut-être pas dans les secondes qui suivaient la naissance, mais le premier jour, je lui ai tout de suite parlé de Jean. Pour moi, c'était, tu vois, là encore, une impulsion évidente, quoi. Un peu comme de l'ordre du faire-part, il fallait qu'elle sache, il était là, quoi. C'est son grand frère, et donc ça, c'était important pour moi. Hem, Bah, je dirais que tout de suite, j'ai pu vraiment sentir cet instinct maternel, fusionnel, allaitement, qui pourtant a été très, très, très compliqué, heu, mais que j'ai tenu pendant quasiment 2 ans, alors que si j'avais écouté les médecins, j'aurais tout abandonné parce qu'elle grossissait pas du tout,
et ça n'a pas été un allaitement facile du tout. On va dire que j'ai appris à allaiter, parce que c'est quelque chose qui, entre guillemets, est naturel, mais qui, en fait, peut être compliqué aussi et dans son cas, ça a été compliqué. Ouais. On a besoin dans ces cas-là, d'avoir en tout cas un accompagnement ou au moins une personne qui est soutenante, face aux difficultés qu'on peut avoir. Tout à fait. D'ailleurs, à ce moment-là, ça rejoint ta question, je me suis, très, très vite, inscrite, dans une réunion Lecce League, Ouais. ce qui me faisait faire un périple pas possible parce qu'à l'époque, on habitait au Pays basque. J'étais pas motorisée, donc je prenais le bus de Bayonne à Saint-Jean-de-Luz. J'en avais pour 1 Waouh! heure et demie Mmh. aller, 1 heure et demie retour avec mon bébé, pour aller dans ces réunions mensuelles, mais c'était une bouffée d'oxygène, c'était Ouais, c'est ça. extraordinaire ces Mmh. moments-là. Donc Mmh. mon postpartum, si tu veux, il a été à l'époque, j'étais entre guillemets, je faisais partie des pionnières, hein, puisque, je portais ma fille en écharpe, je l'allaitais. À Mmh. l'époque, Ouais. les écharpes, il y en avait quasiment pas, hein. Ouais, c'est vrai. C'était vraiment, je me sentais un petit peu comme une extraterrestre, C'est ce mais que j'allais te dire, ouais. Ouais, c'est mais ça. tellement, tellement alignée avec ce que je ressentais au fond et encore une fois, tu vois, hem, j'ai une réelle connexion à mes besoins et en même temps, c'est très réfléchi. C'est-à-dire que c'était aussi parce que j'avais lu des tas de choses à l'époque sur le portage, sur les besoins du nouveau-né. Je connaissais parfaitement tout ça, en fait, et du coup, c'était une telle évidence que, j'avais besoin d'être, à l'écoute de tout ça, de ses besoins, de mes besoins à elle et en fait, ça me nourrissait, énormément et il y avait rien, de difficile par rapport à mon petit garçon, en fait, à cette époque-là. Heu En tout cas, pas à cette grossesse-là. En revanche, il y a eu quelque chose qui s'est passé à ma deuxième grossesse, hein, qui a été, alors, c'est du postpartum, du coup, mais pour, celle d'après. Donc Claire, qui a 16 ans aujourd'hui, heu, en fait, Claire, c'était alors la naissance, c'est pareil, admirablement passé dans la même maternité, de manière complètement, physiologique. En revanche, Claire, pendant, c'est jusqu'à 24 mois, donc ça a été quand même long, elle ne dormait pas. C'est-à-dire qu'elle dormait pendant la première phase de la nuit et puis à, 1 heure du matin à peu près, elle se réveillait et là, elle hurlait jusqu'à 5 heures du matin, jusqu'à ses 24 mois. Donc Mmh. c'était évidemment l'horreur. Je pense que tous les parents Bah oui, je me doute. Ouais, c'était l'horreur. je me Donc doute, ouais. on Mmh. a tout cherché, les solutions, possibles, organiques, enfin bon, on a tout investigué et puis du coup, en désespoir de cause, je me suis dit: «Bon, bah, écoute, il y a peut-être une histoire en fait par rapport à Jean et peut-être que Ouais. c'est compliqué». Donc j'ai été voir et pourtant en fait à cette époque-là, donc dans mes pistes, il y avait aussi par rapport à Jean et donc très régulièrement, avant de s'endormir, je lui disais: «Mais tu sais, si ce qui se passe pour toi, c'est une inquiétude par rapport à Jean, heu, sois rassurée, ton programme à toi, c'est pas le sien et moi, je suis pas inquiète par rapport à toi, je sais que tu es vivante, tu as pas besoin de hurler comme ça pour me montrer que tu es vivante». Tu vois? J'avais Ouais. ce Mmh. Tu avais instinctivement, déjà ce ressenti. j'avais ce Ouais. ressenti. Mais rien ne se passait, toutes les nuits, c'était pareil. Donc je vais voir une psychologue. Donc à l'âge qu'elle avait, évidemment, la séance, c'était, une séance, à 3 où elle jouait dans son coin, heu, Et oui, bien avec sûr. Mmh. les objets chez la psy et puis moi, je racontais tout ça à la psy, notre histoire et puis tout ce que je viens de te raconter, sur ce que je Ouais. lui disais et donc à la fin de l'entretien, je me souviens que la psy me dit: «Écoutez, moi j'ai l'impression que vous êtes vraiment sur la bonne piste. J'ai pas tellement d'autre chose à vous dire que de continuer ce que vous à lui dire ce que vous lui Mmh. dites». Et donc le soir même, je rentre, chez nous et au moment où je la couche, elle est dans mes bras, donc je l'allaitais encore, je lui donne une tétée, je la prends, je la regarde droit dans les yeux et donc je lui redis la même chose. Sauf qu'à ce moment-là, non mais c'est un truc de dingue ce qui est arrivé. À ce Ouais. moment-là, elle me regarde droit dans les yeux et elle me fait un oui avec la tête et à partir de Waouh! cette nuit-là, elle s'est plus réveillée.
Oh, c'est incroyable. Ah oui, c'est Mmh. extraordinaire. C'est émouvant, ça me donne les frissons. Ah Ouais, ah ouais, oui, c'est oui, incroyable. oui. Mmh. Et tu vois, on n'en avait pas parlé pendant la préparation, mais ça Ouais. me vient là C'est beau. parce Mmh. que c'est voilà, c'est comment le retentissement et je me dis: «C'est vrai que mon utérus, il a porté la mort Et oui. et pas longtemps, mais il l'a quand même porté et elles se sont développées là-dedans, mes filles et puis, mon petit garçon et donc il y a eu quelque chose, voilà, sur elles, sur Claire qui s'est passé et moi, j'avais beau être au clair avec mon histoire, ben, on il y a des choses qui se transmettent quand même, qui sont pas forcément, liées à nous non plus. En tout cas, là, pour cette histoire-là, et donc dans cette séance de psy, c'est là où c'était incroyable, c'est qu'elle était là, elle était là, elle a juste écouté finalement ce tiers me dire quelque chose, elle a écouté comme je racontais notre histoire, enfin, il s'est vraiment passé un truc, c'est incroyable. Vraiment, vraiment. Mmh. Mais et puis cet instinct aussi, mine de rien, parce que tu sentais que c'était vraiment en lien avec ça et cette patience aussi que tu as eue de lui répéter, ces phrases, parce qu'on imagine bien que ça devait être de l'ordre des terreurs nocturnes, de ce qu'elle faisait. Donc effectivement, c'est pas évident, en tout cas non plus, de pouvoir accompagner avec la fatigue, avec tout ça aussi, quand on vient de naître, mère, en tout cas. Oui. Mais c'est extrêmement fort, en tout cas, ce que tu viens de décrire. Et alors, comment, s'est déroulé, en tout cas se sont déroulées tes 2 dernières grossesses? Je dis les 2, mais tu vas pouvoir les en tout cas les détailler les 2. S'il y a eu un cheminement sur ces accouchements notamment que tu as eus, et comment se sont-ils passés justement, tes derniers accouchements? Alors du coup, si tu veux, j'étais toujours dans la même lignée, donc de grandes connexions, à mes grossesses et à mes bébés et d'avoir, ce besoin de naissance naturelle. Sauf que là, on va dire que je suis passée un cran au-dessus, c'est-à-dire que j'avais déjà, accouché, donc entre guillemets, j'avais appris à accoucher parce que je pense que quand même il y a quelque chose qu'on apprend en tout cas à écouter vraiment son corps et à respecter la physiologie. Et puis du coup, j'ai continué à cheminer, grâce à des lectures, grâce à des rencontres et il s'est passé, donc au cours de ma 4e grossesse, donc de notre 3e fille, quelque chose qui a rendu la naissance à la maison absolument évidente. Donc on était toujours au Pays basque. J'ai réussi à trouver une sage-femme, que l'on voit d'ailleurs dans le film, Entre leurs mains, ce documentaire D'accord. tourné, je ne sais pas si tu le Ouais. connais, heu, Oui. Muriel Candela, qui a été, absolument extraordinaire. C'était vraiment, une rencontre et une expérience, fantastique et donc Agathe, notre 3e fille, est née chez nous, à Bayonne et ensuite, pour Antoine, on avait, déménagé entre-temps, on était dans le nord, donc là, on n'avait pas trouvé de sage-femme en France. C'est vraiment compliqué, hein, pour les sages-femmes à domicile. D'ailleurs, dans ce documentaire Entre leurs mains, à la fin, Muriel, explique justement qu'elle est obligée d'arrêter les naissances à domicile à cause des histoires d'assurance. Il est très, très touchant vraiment cette fin de documentaire avec elle. Donc moi j'avais déjà accouché avec elle, hein, au moment du documentaire et donc on n'avait pas trouvé de sage-femme dans le Nord on avait, trouvé un duo, obstétricien sage-femme belge, puisqu'on est à la frontière. Et donc pareil, ça c'est la naissance d'Antoine s'est passée, à la maison, heu, chez nous. Donc c'était vraiment des naissances, encore un cran au-dessus, on va dire, du Ouais, j'imagine. Ouais. oui, parce que vraiment la naissance à la maison alors on peut dire que j'avais toujours accouché de manière physiologique, mais quand même, le fait d'être à la maison a changé beaucoup, beaucoup de choses. Mmh. No Lesquels justement? ah oui, notamment pour moi, alors donc pour celles qui nous suivent ou qui nous écoutent, enfin celles et Mmh. ceux peut-être, enfin j'imagine qu'il y a Oui. beaucoup de femmes. Mmh. Oui. Hem, donc dans la physiologie de l'accouchement, il y a une, il y a un moment à la fin
pour quand l'enfant vraiment est engagé et que, en gros, on peut plus revenir en arrière et accoucher le processus C'est de la ça. naissance. Mmh. Il y a un moment d'une très forte poussée d'adrénaline pour, paf, accélérer la chose, ce qui peut donner un réflexe d'éjection, d'ailleurs, ce que j'ai vécu pour Agathe, donc notre troisième fille et donc notre premier accouchement à domicile, avec vraiment elle est sortie en torpille, hein, enfin un truc absolument incroyable. Et donc à ce moment-là, le moment qui précède la sortie et donc cette poussée d'adrénaline, chez certaines femmes comme moi, donne une réaction corporelle de tremblement absolument incroyable. En fait, quand on a peur, on a tous quand on a une poussée d'adrénaline parce qu'on a peur, on tremble. Mais moi, je suis toujours, parce que j'ai regardé des centaines de vidéos de naissance et notamment de naissance à domicile, et j'ai toujours été sidérée de voir les femmes ne pas trembler. Alors que moi, je tremble, mais c'est atroce. C'est-à-dire que je tremble à ne même plus pouvoir gérer mon corps. J'ai les dents qui claquent, mais à en faire du bruit. C'est quelque chose d'horrible, quoi. Et donc, pour mes 2 premières naissances physiologiques, j'ai été mais prise de ces tremblements tellement atroces que, en fait, j'ai été dans une position d'économie, à savoir la position, ce qu'on appelle à l'anglaise, qui est Oui, de me coucher, tu sais, sur le côté, sur le côté, ouais. Mmh. la jambe sur le matelas tendue, et la Ouais. jambe qui est en l'air relevée. Voilà. Donc, et donc ces positions ont été super. Et pour moi, c'était une position vraiment d'économie où, ouf, de toute façon, je pouvais plus du tout maîtriser mon corps. Et donc, fallait bien que je trouve une position. Mais comme j'avais vraiment travaillé la physiologie de la naissance, je savais que cette position-là était très bien. Et donc, elle a été super. Mais j'ai quand même eu ces moments très, très difficiles au moment de la poussée. Alors qu'à la maison, ce que j'ai compris, en lisant notamment Michel Audin, qui a été pour moi extraordinaire. Ce que j'ai compris, c'est que la femme qui accouche a besoin d'avoir chaud, très chaud. Et donc, Agathe, elle est née le 19 juin au Pays Basque. Donc, le 19 juin au Pays Basque, il fait pas froid. Mais néanmoins, on avait mis les radiateurs à fond, genre Ouais, 35 c'est degrés. vrai. Ouais. J'ai Oh! accouché jusqu'à la dernière minute, je te mens pas, en pantalon, chaussettes et pull en alpaga. J'étais couverte de la tête aux pieds. Et en gros, j'ai baissé mon pantalon au moment où j'ai senti qu'elle sortait, quoi. Incroyable. Voilà. Waouh! Et Mmh. là, alors comme j'ai eu un réflexe d'éjection terrible avec Agathe, elle est sortie, mais vraiment d'un coup. J'ai eu cette phase de désespérance absolument horrible où je me suis dit: «Mon Dieu, c'est pas possible, je vais mourir». Heu, mais j'ai senti que je commençais à trembler, mais très peu. Et pour Antoine, on était à Roubaix dans le nord de la France en octobre, fin octobre, donc là il faisait plus froid, mais donc on avait mis les radiateurs à fond. Pareil, j'étais équipée comme si je partais au pôle Nord. Et j'avais en plus, alors ça pour les mamans qui m'écoutent, ça a été extraordinaire. J'avais en plus une amie qui était là, doula, et qui m'a mis une bouillotte sur les reins. Et ça a été mais extraordinaire. Donc j'avais, si tu veux, non seulement extrêmement chaud, je me souviens d'ailleurs qu'après la naissance, une fois que tout ça s'était terminé, mais j'ai trouvé la température insupportable. Je plains mon mari et tous ceux qui étaient là, C'est ça, ouais. je sais pas comment ils ont fait pour tenir dans une chaleur pareille. Ouais. Mais du coup, et ça m'a aidée au point, je me souviens que pour Jean, alors on peut dire voilà que j'avais vraiment appris à accoucher, je connaissais parfaitement le processus de la naissance, j'avais déjà traversé ça plusieurs fois. Et donc il y a eu un moment où je me suspendais à Yvan, je me souviens avec l'écharpe, et où j'ai senti mes dents commencer à claquer. J'ai juste senti, tu sais, ce début de claquement. Et en fait, j'ai complètement réussi. Alors, je ne peux pas t'expliquer comment, mais il y avait l'histoire de la chaleur, mais il y avait aussi l'histoire de ma détente, de ma confiance. Mais en fait, j'ai complètement réussi comment dire, à pas me laisser envahir, non pas à arrêter, mais à ne pas me laisser envahir par cette poussée d'adrénaline, et je n'ai pas tremblé. Et ce qui est donc extraordinaire dans ces deux naissances à domicile, c'est que, et ça a soufflé mon mari,
qui m'avait vue me mettre dans cette position d'économie pour les 2 premières et où là, tout d'un coup, mais sans que je réfléchisse, c'est là où j'étais mais purement dans l'instinct quoi, je me suis mise à 4 pattes automatiquement. Je ne pouvais pas me mettre dans une autre position à ce moment-là. Et cette position, du coup, a été possible parce que j'étais en pleine maîtrise de mon corps, je ne tremblais pas. Euh, et elle était même pas, même, comment dire, moi qui suis assez réfléchie, comme je te disais, et qui connaissais parfaitement les bonnes positions, entre guillemets, pour accoucher naturellement, là, c'est pas du tout de cet ordre-là ce qui s'est passé. J'étais pas du tout en train de réfléchir. C'était complètement instinctif. C'est mon corps m'a dit de me mettre comme ça. Hein. Mon corps m'a dit de me mettre comme ça. Donc voilà, pour moi, tu vois, bon, il y en a eu d'autres des changements, mais le premier qui m'est venu par rapport à ta question, c'est ça. Ouais. Et alors, et l'après, justement, je poursuis sur l'allaitement qui a été difficile, en tout cas, sur les premiers mois, comme tu en parlais tout à l'heure. Comment tu as vécu, alors peut-être, déjà, est-ce que tu as allaité aussi tes 2 derniers? Et comment s'est passé aussi cet allaitement, cette première mise au sein? Alors oui, j'ai allaité les 4. En tout, j'ai allaité 10 ans, j'ai calculé. Ouais, ouais, Euh, waouh! ouais, c'est Une top. belle aventure lactée. Ah ouais, c'est extraordinaire, vraiment, quand je vois Ouais, ça a été un vrai deuil hein, pour moi à ouais, je faire pense. que de me dire que je serais plus enceinte et que j'allaiterais plus. Euh, Mmh. voilà, il y a un moment où on sent que, que c'est un deuil à faire, mais c'est quand même un C'est deuil, ça. je trouve, en tout cas pour moi. Oui, ouais. Et donc oui, On là, n'en parle pas assez, mais c'est vrai, c'est important ce que tu soulignes. Ouais. bah oui, ouais, ouais, ouais. Enfin, Mmh. après, je pense que ça dépend des femmes, hein, mais en tout cas, pour celles comme moi qui vivent les grossesses et les accouchements et la maternité comme une aventure tellement puissante, pour moi, c'était vraiment une manière de vivre ma puissance de femme, tout simplement, que ce soit de mère, d'épouse, mais du coup de femme complète, quoi. Ça a été vraiment très, très, très fort pour moi, ces aventures-là. Et ça a participé, oui, tu vois, à ma confiance en moi, tout ça, c'est sûr. Et puis ça m'a permis d'exercer mon alignement, tu vois, de me sentir en accord avec les choses que j'avais choisies. Je crois que c'est ça, en fait, qui, malgré les épreuves, le fait de me sentir alignée entre ce que j'ai envie de vivre et ce que je vis, du coup, pour moi, c'est ça le bonheur, quoi. Ouais, exactement. Donc, C'est fort. Mmh. et donc, du coup, par rapport à ta question pour l'allaitement, donc pour notre aîné, alors la mise au sein, ça a été compliqué. Donc, j'étais dans cette petite maternité à l'époque. Ça a été compliqué. Je n'arrivais pas à l'allaiter, je me souviens, au début, autrement qu'en position allongée. Donc, en fait, j'ai pas bataillé à la maternité. Elles avaient été vraiment super. C'était une maternité amie des bébés. Et donc, elle m'avait vraiment accompagnée en me disant, bon, ben voilà, si vous arrivez uniquement à allaiter dans cette position, vous faites dans cette position. Ma petite Anne, elle n'arrivait pas à attraper le sein d'une autre manière. Donc, voilà. Donc, pendant plusieurs semaines, j'ai fait ça comme ça. Mais de retour à la maison, c'était très, très, très compliqué. On a eu des moments vraiment, vraiment pas simples. Elle n'arrivait pas bien à téter. Moi, j'avais très, très mal au mamelon. Et puis en fait, petit à petit, j'ai réussi à l'allaiter dans une autre position. Mais au bout de 2 mois, les pédiatres me disaient qu'elle grossissait pas assez et qu'il fallait que je la complémente. Et donc moi, à partir de ce moment-là, c'est là où quand même d'être avertie est utile. Moi, je m'étais énormément renseignée, donc je connaissais très très bien l'allaitement et la physiologie de l'allaitement, et puis j'étais à la Leche comme je disais aussi. Et donc je savais que si je commençais à donner des compléments alimentaires, c'était le début de la fin. Et je ne voulais pas que ça s'arrête, en tout cas aussitôt et comme ça. Donc, c'était quand même, tu vois, quand je te dis, j'ai un espèce d'instinct qui me Bien dit, je ne sûr. peux Ah pas faire totalement. autrement. Incroyable. Bien sûr, ouais. À ce moment-là, je me suis dit, bon, visiblement, il faut la complémenter parce qu'elle ne tète pas assez. Et c'est vrai, quand je regarde les photos d'elle maintenant, quand elle avait 2 mois, elle était vraiment pas grosse, effectivement. Mais je me suis dit, je vais la complémenter, mais avec mon lait. Comme ça, moi, ça va pas me diminuer ma lactation, au contraire, ça va la booster. Et puis, elle Ouais. n'aura que mon lait.
Donc, le comble, c'est qu'elle faisait ses nuits assez tôt. Elle a fait ses nuits à 1 mois. Waouh! Mmh. Mais je me réveillais quand même la nuit pour tirer mon lait. Et oui, pour tirer ton lait, ouais. Mmh. Donc, toutes les nuits, je me réveillais 2 fois et je tirais Mmh. mon lait 2 fois. Mmh. Donc du coup, alors j'avais choisi en plus des tétines spéciales, les tétines à vente là, Ouais, qui reproduisaient vraiment le mamelon. la Heu, forme, ouais. Mmh. enfin à l'époque, hein, c'était il y a 18 ans, 19 ans maintenant. Ouais, ouais. Heu et et donc bah, écoute pendant 4 mois, j'ai fait ça quand même entre ces 2 mois et ces 5-6 mois. Ouais. Et donc du coup, ben, j'ai jamais arrêté l'allaitement et après quand je suis passée à la à l'alimentation solide, on a continué, l'allaitement mais là du coup, il y avait moins de, comment dire? De besoin de supplémentation puisqu'on passe à une C'est autre ça. phase Mmh, d'allaitement. bien sûr. Mmh. À la diversification, ouais. Mmh mh. Voilà, donc j'ai jamais su ce qu'elle avait. Je pense qu'elle avait, elle ouvrait pas bien la bouche, tu vois? Elle, en tout cas, ce qui m'a permis un petit peu de confirmer ça, c'est quand j'ai eu ma deuxième au sein, Ouais, j'en suis pas revenue. La ouais, première tétée, je me suis dit: «Ah oui, d'accord, je vois la différence». C'est-à-dire que la c'est deuxième, alors ça. là, tu vois, elle avait vraiment une autre façon de téter. C'était, Ouais, je pense aussi que j'avais sans doute un réflexe d'injection assez fort. ouais. Mmh. Et du coup, je voyais ma deuxième qui s'en sortait vachement bien. C'était impressionnant, tu vois? Comme elle accélérait, elle accélérait, elle accélérait Ouais, et puis c'était tonique, ouais. elle Mmh. maîtrisait, tu sentais que ça devenait un peu compliqué mais pour autant elle lâchait pas. Jamais elle a lâché le mamelon, tu sais, à s'envoyer du lait partout comme mon aînée. Donc voilà, la deuxième ça a été l'allaitement, idyllique, sans jamais aucun problème. Et qui a duré 2 ans avec un sevrage naturel comme mon aîné. Et du coup, ma troisième en revanche, et c'est là où je disais aussi qu'on apprend à allaiter, ma troisième, quand je l'ai eue au sein, j'ai vu que c'était compliqué. Elle me faisait mal d'abord, et puis je voyais qu'elle positionnait pas bien. Mais là, mes expériences d'allaitement ont vraiment aidé. C'est-à-dire que je pense que si j'avais pas eu l'expérience que j'avais, ça aurait donné un petit peu un truc genre mon aîné. Sur une femme qui était pas forcément convaincue ou qui avait peur, eh bien, ça aurait été un arrêt d'allaitement très, très rapide. J'étais obligée, je me souviens comment dire? De presser mon mamelon et de lui introduire dans la bouche de façon à ce qu'il soit bien rentré en entier pour qu'elle tète bien la bouche grande ouverte, tu vois? Parce que sinon elle me pinçait, en fait, elle tétait du bout de la bouche, en fait, un peu. Donc c'est sûr que voilà, j'ai appris à allaiter et pour notre petit garçon, moi, allaitement nickel aussi, et qui a duré lui, 3 ans. Mes 2 derniers, ça a duré 3 ans et sevrage naturel à chaque fois avec quelque chose de touchant aussi pour moi. C'est-à-dire que je me souviens pour mon aîné m'être dit, quand j'étais dans cette phase d'allaitement, 100 fusionnel, de me dire à un moment: «Mais comment est-ce que je vais pouvoir arrêter ça?» Je me sentais pas je me sentais tellement bien dans ce truc-là que j'arrivais pas à imaginer comment j'allais pouvoir un jour passer à autre chose. Et puis c'est ça aussi qui m'a donné confiance en la vie, et avec son impermanence en fait, c'est qu'en fait, bah, les choses elles évoluent d'elles-mêmes et il y a un moment où c'est plus le moment. Et en fait, tous mes allaitements se sont arrêtés de façon complètement naturelle dans un moment où c'est comme s'il y avait de part et d'autre, entre le bébé et moi, une évidence. La question se posait même pas et comme ça s'est tari presque du jour au lendemain, sans, sans finalement blessure. Moi, c'était évident à ce moment-là, comme quand on Ouais, n'a c'est plus beau, envie, en douceur. un Mmh. peu Ouais. voilà, un peu comme un quand tu as faim et que tu n'as pas assez à manger, bah, tu as toujours faim. Puis quand tu as faim et que tu as assez mangé, tu te poses même plus la question de continuer à manger, tu n'as plus faim, tu manges plus. Et en fait, c'était vraiment ça mes allaitements et j'ai trouvé ça magique à ce niveau-là, même pour les petits, parce que je me souviens Claire, notre deuxième, quelques semaines après qu'elle ait arrêté de téter, à un moment, elle semble s'intéresser, puis elle commence à me soulever mon t-shirt
Alors du coup, bah, je la laisse faire et je me souviens qu'elle se penche sur, mon sein, elle ouvre la bouche, mais mollement, tu sais, elle met le mamelon dans la bouche, mais sans vouloir le téter, juste comme pour tester et vérifier qu'elle en voulait plus. Et puis elle se recule, elle me baisse le t-shirt et puis voilà, il s'est rien passé de plus. C'est incroyable. C'est Mmh. génial. Enfin, j'ai Ça fait vraiment très, ce côté aussi animal, en fait, le oui, côté un peu mammifère aussi qui ressort et c'est tellement beau, vraiment. complètement. Ah ouais, Mmh. c'était fantastique. Donc Alors pour le coup, Marion, peut-être qu'on va peut-être entamer, maintenant, cette aventure aussi, mmh, maintenant qu'on a pu en tout cas tu as pu déposer aussi, l'histoire de ces naissances, de tes enfants, de tes 5 enfants. mmh. Alors pour le coup, peut-être commencer en nous disant un petit peu, quelle a été la genèse, de cette aventure, sur la mer? Comment et quel a été l'élément déclencheur en tout cas qui a réveillé en vous cette envie de vivre de manière nomade? Alors en fait, ça s'est passé de façon assez, naturelle, au cours d'une discussion un soir où, alors ça faisait quand même un moment, si tu veux, que l'un et l'autre, on était attirés par, en tout cas interpellés par des histoires de voyages, de tour du monde en famille, de choses comme ça. Ouais, Heu et puis en fait, dans la semaine, j'avais lu un témoignage sur les réseaux sociaux, de cet ordre-là et je commençais à y réfléchir. On en a parlé avec Yvan et puis les choses pareilles ont été, comme une évidence, tu vois? Comme une graine, semée, qui pousse, inévitablement, quoi. ouais, Mais je pense, si tu veux, qu'il y avait, bah, tout ce parcours avant aussi et ce besoin de se connecter à nos ressentis, à notre petite voix, heu et de se mettre dans l'alignement avec tout ça. Heu, disons que ça faisait partie de notre processus, naturel, à lui comme à moi, quoi. Donc c'est comme ça que c'est né. Alors le fait, en revanche, de partir en mer, ça c'est vraiment Yvan qui en a eu l'idée parce que lui, il était attiré, vraiment, vraiment par, à la fois cet élément et ce mode de transport. Et après, en revanche, on a fait un gros travail d'introspection pour vraiment, là aussi, comme je te disais tout à l'heure, je suis à la fois intuitive et en même temps, j'ai aussi, besoin de comprendre et de réfléchir. Donc, bah, ça a été le même processus avec un besoin vraiment d'ancrage, d'aller cerner, le pourquoi en fait, on était appelé par ça. Et donc on a fait un gros travail là-dessus, l'un et l'autre ensemble et c'était important de le faire parce que ça nous a permis en fait tu vois, c'était une forme de vision, d'ancrage et ça nous a permis vraiment de savoir où on allait quoi finalement et de pas baisser les bras parce que ça a été 7 ans de préparation, difficile parfois avec, des grands moments de découragement, presque d'abandon aussi, et du coup le fait de savoir, vraiment pourquoi on voulait faire ce projet, ça nous permettait de poursuivre. ouais. Alors justement, dans ce projet aussi, il y avait la question de la scolarisation de vos enfants et donc l'IUF s'est imposé aussi rapidement, à vous quand vous êtes partis? Alors, bah, déjà, en fait, si tu veux, on peut pas faire autrement. De toute façon, quand on Ouais, part c'est pour un ça. voyage comme ça, il faut scolariser les enfants sur le voilier. Donc ça, je le savais. On était en pédagogie alternative depuis toujours. En fait, nos enfants étaient D'accord. dans une école Montessori Oui. et mais alors je connaissais, l'instruction en famille. J'avais d'ailleurs quelques connaissances qui la faisaient, mais alors j'avais jamais mais vraiment, je m'étais jamais arrêtée dessus et pour moi, c'était pas pour moi, en fait. Et puis au moment où du coup le projet est né et où, bah, j'ai commencé un petit peu à prendre le taureau par les cornes et à regarder tous les aspects, de ce voyage. Donc Ouais. évidemment, je me suis posé la question de l'instruction en famille et à ce moment-là,
c'était vraiment un concours de circonstances. À ce moment-là, justement, sortait le documentaire Être et devenir. Je ne sais pas si Oui, tu connais. oui, oui, C'était en avril-mai 2015. ouais. Et donc, on va voir ce documentaire. Je pleure pendant tout le documentaire. Bah oui, je me doute, ouais. Mmh. Et donc, voilà, moi, quand je pleure, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui me touche. Mmh. Et donc, on sort de là en se disant non, mais c'est pas possible, c'est une évidence. En fait, d'ailleurs, dans le documentaire, elle dit quelque chose de très, très juste, c'est que quand à un moment, on se pose une question et qu'on a une réponse, bah, du coup, on peut plus faire comme si on n'avait pas la réponse. Oui, Et c'est une évidence. Et donc, quand on est sorti de là, nous, à l'époque, donc les enfants étaient scolarisés, on avait créé une petite entreprise, Yvan et moi. Donc, c'était déjà un gros travail, c'était pas évident. Et on est sorti en se disant, oui, mais en fait, c'est impossible de faire l'école à la maison avec notre contexte professionnel, on n'y arrivera jamais. ouais, Et puis en fait, 2-3 jours après, en réfléchissant, on s'est dit: «Et pourquoi pas?» Et ouais. finalement, on Mmh. a trouvé des solutions et ça a Oui, été une évidence de le faire dès maintenant, en fait. Donc on était au mois de mai, on a quand même réfléchi, voilà, quelques semaines, un peu comme au démarrage du projet. C'était un nouveau projet dans le projet, tu vois? Parce qu'on c'est ça, mais oui. aurait Mmh. pu très bien attendre de partir, tout simplement. Mais là, c'était un tel coup de cœur, c'était une telle évidence, ça répondait, aussi sur le moment à des besoins qu'on avait, puisqu'on avait une activité en plus, on avait créé une petite entreprise de création textile et on vendait sur des salons et des marchés. Donc, parfois, on partait quelques jours dans une autre région faire un salon et du coup, on embarquait tous les enfants parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Mais comme notre aîné était en CM1, ça devenait parfois compliqué parce que bah, la déscolariser 3-4 jours, c'était pas simple. Comme on n'avait aucune famille et aucune aide familiale, parfois ça m'arrivait de demander à des copines, mais bon, c'était quand même un peu compliqué. Puis je voyais que c'était dur pour notre fille. Il y avait eu quelques épisodes où j'avais senti que c'était vraiment pas une vie pour elle. Et en même temps, lui faire rater l'école, ça la stressait. Donc, en fait, c'était tout un contexte qui faisait que ça tombait bien cette solution. Et donc, ça a été une aventure. Et donc, à la rentrée suivante, on était en école à la maison. Super. Donc, Mmh. donc là, ça va faire 10 ans. Ouais, c'est ça, c'est ce que tu disais, 18 et 16 ans, en tout cas les 2 derniers, lycéennes avec le bac justement à la fin de l'année, aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que cette aventure, en tout cas de l'école à la maison, et sur le volley encore plus, intense, j'ai envie de dire. Mmh. Qu'est-ce que tu penses que dans la richesse, en tout cas de cet enseignement, qu'est-ce que ça leur a apporté? Bon, tu parles pour eux, mais en tout cas de ton point de vue, qu'est-ce Oui. que tu penses que ça a comme valeur supplémentaire, en tout cas? Alors bon, c'est un peu terrible ce que je vais te dire. Je pense qu'il y a certaines personnes qui pourraient le prendre mal, mais je pense qu'ils ont un meilleur niveau d'instruction. C'est terrible à dire. Ouais. Et on a choisi des cours par correspondance, parce qu'on voilà, on voulait pas faire du total, nous-mêmes. On était déjà avec nos activités, et donc j'avais besoin d'une boîte à outils, clé en main que j'ai pas à la construire moi-même. Je me sens pas capable de ça. Donc j'ai mis du temps à choisir, nos cours qui sont des cours mais absolument exceptionnels en termes de niveau d'instruction. Donc ils ont des bases, incroyables. Heu, une grande culture générale parce que, bon déjà ces cours sont très bien faits, mais parce qu'on a aussi du coup, hem, changé notre mindset, c'est-à-dire qu'on ne s'est plus positionné uniquement en tant que, parent éducateur, ce qui est déjà énorme. Mais s'agissant de l'instruction, c'est vrai que tant que nos enfants sont à l'école, en fait, en tant que parents, ben, on se décharge de l'instruction et c'est bien normal, c'est l'école qui fait ça. Or là, le passage en école à la maison a fait qu'on a récupéré cette responsabilité, ce qui est lourd, hein, c'est vrai que c'est lourd, honnêtement, et qu'il y a des moments, vraiment pas simples, hein. C'est pas une expérience facile non plus du tout, Ouais, c'est sûr. Mmh. et c'est pas un modèle non plus, possible pour une société entière, hein, bien entendu. Bien sûr. Mmh. Mais le fait de récupérer cette responsabilité de l'instruction, en fait, ça nous a fait vivre le quotidien
avec cette mission d'instruction. Donc finalement, on récupère des tas d'opportunités au quotidien pour instruire nos enfants. Et Ouais. donc on voit les choses différemment, on formule les choses différemment et on agit aussi différemment. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de visites culturelles. Nos vacances, C'est c'était des ça. vacances Mmh. très apprenantes avec des vraies explorations, des vraies, visites culturelles, et le voyage pour nous, il était aussi dans la lignée de ça. C'est-à-dire que quand on a eu, ce projet de voyage, il y avait le désir vraiment d'apporter cette expérience à nos enfants, de leur apporter une ouverture au monde et une découverte des autres cultures. Mais le fait de passer en école à la maison et de voir, comme déjà en France, les visites que l'on faisait, les explorations que l'on faisait, venaient leur apprendre et les nourrir, ça nous a confirmé qu'on avait vraiment envie de ce voyage, en fait. Mmh. C'est sûr. Et donc voilà, et c'est vrai qu'ils ont un très bon niveau d'instruction. Et puis, par rapport à ta question, bah, je trouve que ça nous a permis, de réellement connaître nos enfants. Alors là aussi, il faut surtout pas entendre par là que quand on fait pas l'école à la maison, on connaît pas nos enfants, mais en tout cas Mmh. connaître toutes les facettes. Parce que c'est vrai que, finalement, la manière d'apprendre d'un enfant, et je le mesure parce qu'on en a 4 et que je vois bien que les 4 travaillent vraiment différemment, et c'est ça qui est difficile. Du coup, c'est qu'en fait, à chaque enfant, c'est une nouvelle aventure, c'est une nouvelle expérience. Ouais, Un peu comme quand on éduque un enfant, hein, exactement. là, du coup, Mmh. pour l'instruction aussi. Donc voilà, c'est un travail en tant que parent astronomique et j'ai envie presque de dire Je qu'on me doute. apprend plus qu'eux. On est encore plus à l'école qu'eux parce que surtout quand on a Ouais. eu, une éducation traditionnelle, on a tout à revoir en fait. Enfin, Mmh, en tout mmh cas, mh. moi, dans l'approche que j'ai voulu donner à l'instruction en famille, j'ai eu Mmh. tout à revoir et c'est ça qui a été extraordinaire comme aventure. J'ai tellement appris sur l'apprentissage, sur la la manière de fonctionner de chacun de mes enfants et parfois c'est difficile parce que c'est vrai qu'il y a des enfants, qui je sais pas comment dire, qui vont coller plus à notre manière, spontanée d'apprendre, qui sont peut-être un petit peu plus «scolaires» entre guillemets et d'autres pour lesquels, il faut vraiment, vraiment s'adapter, se creuser les méninges, trouver d'autres approches, trouver C'est d'autres ça. astuces et où, tu vois là comment dire? Je prends un ton presque un peu fatigué parce que c'est vrai que parfois Mmh. c'est usant aussi, mais c'est Ah mais ça fait partie effectivement, donc c'est important que tu le dises aussi, bien sûr. Mmh. ah oui, oui, tout à fait. Là, au point, tu vois, alors en plus en voilier, c'est d'autant plus compliqué que, là, notre conclusion après presque 2 ans en voilier, c'est la difficulté, c'est la difficulté justement à mettre une routine qui soit vraiment régulière. Heu, Même quand on est en école à la maison, qu'on n'a pas les enfants à l'école, il y a quand même une routine parce qu'on est dans la vie terrestre, parce qu'il y a un environnement qui est un petit peu calqué sur le rythme scolaire, sur les activités extrascolaires. Donc en fait, tu réussis quand même à avoir des choses extérieures qui viennent t'imposer une routine. Il y en a déjà moins et tu es beaucoup plus livré à toi-même et à l'autodiscipline que quand tes enfants sont à l'école où là, il y a pas le choix, tu dois te lever à telle heure et les accompagner à telle heure. Mais il y en a quand même plus qu'en bateau, où là, en fait, il y a plus tu n'as plus aucun rythme imposé à part celui que tu t'imposes toi. C'est ça. Heu Ouais, ouais, ouais. et le Mmh. moindre rythme que tu peux t'imposer, il vole en éclats avec notre gouverneur presque despotique sur un bateau qui est la météo. Parce qu'on vit en fonction de la météo, les fenêtres météo pour naviguer, les fenêtres météo pour se protéger dans tel ou tel endroit, fait qu'en fait, donc là, on est au port quelques mois, donc ça change parce que, du coup, au port, on est moins tributaire de la météo et on peut plus mettre en place une organisation. Mais c'était un petit peu le but aussi de notre arrêt là, de remettre de la routine parce que sinon c'est compliqué. Les enfants, ils ont aussi besoin de cadres pour travailler parce que alors sinon c'est la liberté totale.
et c'est pas du tout facile. Hem, donc voilà, c'est les avantages et les inconvénients, on va dire. Et là, peut-être qu'on va les remettre 3 mois à l'école, tu vois? Ça sera la première fois pour Agathe et Antoine, mais parce qu'on se dit que c'est une super expérience aussi que d'être 3 mois dans une école à l'étranger. Et puis ça va être positif sur toute la ligne, où ça va nous permettre aussi de souffler un peu, d'avancer mieux dans notre travail. Heu, donc je suis en train justement de voir s'il y aurait une possibilité de les inscrire à l'école ici pour la fin de l'année. Ouais, ouais. Mais en tout cas, c'est merveilleux ce que tu viens de nous décrire en toute authenticité et en toute transparence aussi sur les très bons côtés et cette fatigue aussi, cet engagement, aussi, que ça vous demande aussi en tant que parents, cette Mmh. disponibilité et je trouve ça vraiment très, très intéressant et c'est ce qu'on découvre aussi au fil, de ton compte, Instagram, Ouais. «L'encre et les voiles». Justement, tu vas pouvoir nous en parler parce que c'est un vrai journal de bord où, effectivement, on peut vous voir, enfin en tout cas où tu nous embarques avec vous sur ce voilier au fur et à mesure de vos aventures. Alors, comment as-tu, toi, décidé de créer ce compte et peut-être aussi nous dire quels sont les messages que tu souhaites passer à travers celui-ci. Alors, au moment où on a réfléchi, comme je te disais, sur les raisons de notre projet et sur notre ancrage, il y avait, quelque chose qui était une évidence, c'était le partage. On avait vraiment Oui, envie, en fait, que notre expérience personnelle, puisse, rayonner, on va dire, plus loin que notre famille, qu'elle soit pas circonscrite à notre famille, tu vois? Heu ouais, et donc du coup, bah, avec les outils d'aujourd'hui, c'est génial, hein. C'était assez facile, donc j'ai commencé à partager notre aventure. Heu, donc moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté, voyage intérieur à partager. Donc je partage un peu sous forme de journal de bord, on peut dire. Je parle de toutes mes traversées, de mon voyage ouais. intérieur, de mes Mmh. questionnements, mes inspirations, mes apprentissages. Je partage aussi, de notre quotidien et de notre nouveau mode de vie, de l'éducation, du voyage, de nos découvertes. Mais Ouais, le fil conducteur le plus important pour moi, c'est vraiment de partager ce qui m'a aidé dans ma vie et ce qui m'aide à, à me connecter à ma petite voix, à me mettre en route vers mes rêves, à avoir plus de confiance pour oser et et pour éveiller ma conscience, en fait. Donc ouais. c'est ça vraiment que je souhaite partager sur mon compte et que je partage, en espérant que ça puisse aider, ceux qui me lisent. Et pour le moment, j'ai l'impression que c'est le cas parce que je reçois vraiment beaucoup de partages, très positifs. J'en doute pas. Ouais, Ouais. donc Alors peut-être 2 dernières questions, Marion, aussi pour terminer cet épisode. Est-ce que vous avez l'intention de revenir sur terre ou c'est pas du tout, dans vos projets? alors je pense que, on arrête forcément à un moment ou à un autre. Mais en tout cas, pour le moment, nous, c'est à durée indéterminée. C'est-à-dire qu'on est vraiment partis, alors c'est même pas qu'on est partis, c'est qu'on a changé de vie, parce que c'est pas un départ, c'est pas une fuite, c'est au contraire, une quête, pour s'aligner encore plus avec notre chemin. Le voyage, c'est vraiment un moyen, en fait, pour continuer d'avancer, pendant un temps. Je sais que ça s'arrêtera à un moment, mais je peux pas dire quand. Ça sera aussi en fonction de chacun. C'est un peu comme l'allaitement. J'ai vraiment envie d'en arriver, tu vois, à un sevrage naturel où, bah, ça sera une évidence. Là, on a déjà été obligés de réadapter notre voyage plein de fois parce que pour notre aînée, ça s'est avéré beaucoup plus difficile que prévu. Elle se sent pas bien en mer. Donc on a, voilà, été obligés bah, comment dire, de réorienter nos voiles, si je peux dire ça. Et finalement, c'est comme ça qu'on voit cette nouvelle vie se laisser porter, tant que il y a aussi un pari financier, puisqu'on reconstruit notre activité professionnelle, en étant nomade, ce qui n'est pas évident du tout. Donc, ça sera aussi en fonction de ce qui est possible financièrement parlant. Donc, voilà, pour le moment, on se laisse porter, mais il y aura forcément une fin un jour.
j'ai pas envie de parler de retour, parce que je pense qu'on revient jamais d'un voyage, en fait, comme ça et d'une aventure pareille. Ouais. On avance, on évolue, donc on ne reviendra pas, mais on poursuivra et où? Je ne sais pas du tout. À chaque fois que Bah j'arrive oui. dans un endroit, Tu laisses porter. et là, on est aux Canaries, la vie est tellement sympa que souvent je me dis: «Ah bah tiens, un jour, une fois qu'on aura envie d'arrêter notre périple, on pourrait venir vivre ici». Mais j'ai ressenti ça au Maroc aussi. Ouais, ouais, Donc, dans chaque lieu. Ouais. donc voilà, je ne sais pas où, mais en tout cas, voilà l'idée. Mmh. Mais en tout cas, merci beaucoup, Marion, pour cet épisode. Je te laisserai en tout cas, la parole pour un dernier mot ou un dernier message que tu souhaiterais, faire passer aux mamans, puisque c'est en tout cas la principale, écoute que l'on a, sur mon podcast. Quel message tu souhaiterais leur faire passer? En tout cas, tu nous en as livré beaucoup sur cet instinct, sur l'écoute de soi, mais je te laisserai peut-être, terminer sur ces mots, les tiens. Hem, alors, ce qui me vient peut-être, c'est, le message, que finalement, m'a transmis mon petit garçon, parce que je pense que c'est un ange messager dans ma vie. Et en fait, une citation de Matisse que j'aime beaucoup, d'Henri Matisse, illustre ça. C'est il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que si on ouvre les yeux, mais il y a du coup cette notion de responsabilité, de choix d'ouvrir les yeux et de regarder. Mais effectivement, il y a des fleurs partout. Même les événements les plus difficiles dans nos vies, ils ont leur raison d'être et ils sont justes pour nous. Si la vie, qui je pense, connaît toujours le chemin, si la vie nous les amène, c'est parce qu'on est capable de les traverser et qu'on est capable de les traverser pour quelque chose, parce qu'ils vont nous apporter quelque chose. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai appris, grâce à mon petit garçon et que j'ai envie de transmettre et que je pense que je transmets sur mon compte. C'est aussi cette idée-là, si tu veux, c'est autour de tout ça et finalement on pourrait parler de confiance au sens très, très large du terme, que ce soit en la vie, en soi et même dans les difficultés. C'est vraiment ce message-là. Donc Mettre de la lumière même dans les moments les plus sombres, quoi. ouais, tout à fait, il y en a toujours, toujours, toujours. On la voit peut-être pas sur le moment et c'est important qu'on vive aussi ces zones sombres parce qu'on en a besoin, mais avec la conscience et la confiance que, la lumière est derrière, que et que ce qui nous arrive est là pour quelque chose. Non pas parce qu'on le mérite et qu'on a fait quelque chose mais parce que ça va nous permettre voilà, tout est une question de mindset, en fait et à partir du moment, moi, où j'ai regardé les choses comme ça, bah, du coup, j'ai plus peur de rien, en fait. Je j'ai presque envie de dire ça, hein. Mais c'est extrêmement fort. En tout cas, Marion, je suis vraiment ravie, de t'avoir eu, sur cet épisode, sur ce podcast. Je savais que l'épisode allait être extraordinaire, mais je ne pensais pas autant, en tout cas, puisque j'ai appris aussi beaucoup de choses au cours de cet échange sur toi et voilà, en tout cas, ça m'a beaucoup touchée et j'ai été aussi très émue à plusieurs moments, du parcours que tu as pu, traverser et en tout cas, c'est vraiment une belle connexion et une belle écoute de soi comme message que tu nous fais passer aujourd'hui. Et voilà, merci vraiment beaucoup pour cet épisode extrêmement lumineux que tu nous as partagé aujourd'hui. Et en tout cas, moi, je continue d'embarquer avec toi à travers ton compte Instagram. Et je te souhaite vraiment, en tout cas, une belle continuation, une belle suite d'aventures aussi sur la mer. Merci beaucoup, Marion. Merci Marion, vraiment ton travail est fantastique et je suis extrêmement touchée, de notre échange et que tu m'aies donné l'opportunité de parler de tout ça parce que c'est c'est vrai que la vie, elle est magique et c'est ces échanges et ce lien humain et ces témoignages qui nous permettent de le mesurer, tous les jours, quoi. Donc vraiment Merci. merci à toi. Merci infiniment, Marion. À bientôt. À bientôt. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamelle le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamelle, c'est aussi un site internet, mamelle.fr,
où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de Mamelle autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman, n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.